Frère à bord du taxi de la mi-journée, informations exclusives et coulisses de l'actualité tout azimut, nos éditorialistes décryptent et commentent l'univers de l'actualité sans concession et sans langue de bois. Taxi Presse, tous les jours de 11h à 12h30 avec Irrigator. Taxi Presse. Madame, Messieurs, bonjour. Bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce matin sur la radio Taxi FM Lomé. Aujourd'hui, c'est jeudi et comme vous le savez, tous les jeudis, la parole est à celui qui veut la prendre. Ce matin, notre invité, c'est Maître Raphaël Pandé Adjaré. Il est défenseur des droits humains, ancien président de la Ligue togolaise des droits de l'homme et l'un des porte-parole du Front citoyen Togo debout. Avec lui, nous revenons sur les grands sujets de l'actualité socio-politique de notre pays. Surtout que demain, vendredi, le Front citoyen Togo debout fait une manifestation. On va en parler tout à l'heure. Mais avant de retrouver notre invité, juste vous donner une idée des journaux qui sont dans les kiosques ce matin. Le quotidien Liberté parle de l'exploration pétrolière offshore, une bataille judiciaire attendue entre le Togo et le Ghana, avec quand même une photographie de la zone du conflit. Vous lirez l'article dans le journal Liberté à la page 4. Libération au compte-gouttes des détenus, encore une quarantaine d'otages de Fort Gnassingbé gardés, écrit notre confrère. Le dossier des membres du mouvement Nubweke vide, d'ici Maître Pandé Adjaré. D'ailleurs, on va l'interroger sur le sujet. Et puis, Kako Nubukpo, admis au rang de professeur titulaire des universités du CAMES. Vous lirez l'article à ce sujet à la page 4 et puis ce témoignage. Une victime des rafles à Lomé raconte son calvaire. Vous lirez l'article dans le journal Liberté qui revient également sur le sommet CEDEAO, CAC, sur la paix, la sécurité. Tout a déjà été pourtant dit par la Banque mondiale et les Nations unies, écrit notre confrère Liberté. L'autre quotidien aussi dans les kiosques, c'est Togo Matin. Togo Matin qui parle du prochain sommet de la CEDEAO à Lomé, l'ultime round du dialogue inter-togolais. C'est une interrogation du confrère. Vous lirez l'article à la page 3. Tournée du net dans les plateaux, un parti en rupture nette avec la tradition des fiefs. C'est l'interrogation du confrère qui s'interroge toujours par rapport à la CEDEAO. Autre mission, autre objectif. Vous lirez l'article à la page 3. Toujours et puis eau potable, 57,22% du territoire togolais desservi en 2017. Le confrère qui revient également sur cette affaire de fièvre de Lassa, le Togo épargné, prévention et traitement. C'est ce que vous lirez dans le journal. Et puis il y a aussi un mot sur les poissons et les fruits de mer, des aliments à privilégier au quotidien pour rester en bonne santé. Le confrère nous donne quelques astuces. C'est ce que vous découvrirez à la page 10 du quotidien Togo Matin. L'hebdomadaire La Nouvelle Tribune. La Nouvelle Tribune parle de la crise politique, du dialogue, candidature de Fort Gnassingbé en 2020, commis tout d'abord, l'interview, c'est ce que vous lirez dans le journal. Commis tout d'abord est directeur de recherche à Sciences Po à Bordeaux. C'est une figure très connue, on le sait, de la scène politique togolaise. En tout cas, je vous laisse découvrir le reste à la page 5 du journal La Nouvelle Tribune. Et puis la Fédération togolaise de judo dans ses œuvres, Chichao et Defalé ont leur dojo. Vous lirez l'article dans le journal. Et puis sport encore, si vous voulez, le football cette fois-ci, avec le colonel Nyama Lata qui est élu président de Kakadl de Defalé, Kakadl FC de Defalé. Vous lirez l'article dans le journal. Et puis cette histoire de pétrole avec le risque de dispute frontalière entre le Togo et le Ghana. Eh bien, vous lirez l'article dans l'hebdomadaire La Nouvelle Tribune. L'autre hebdomadaire, c'est Flambeau des démocrates. Flambeau publie une interview, cette fois de Bidamon, Ablé Bidamon, le patron du ministère des Mines et de l'Énergie. Électricité pour tous en 2030, marché unique de l'électricité, nouvel élan dans le secteur des mines. Bidamon y croit, écrit Loïc Lawson ce matin. Le confrère qui parle de l'actualité politique au Togo pour une sortie de crise définitive et apaisée. Fort Gnassingbé, la clé, écrit notre confrère. Puis l'ONAT, qui a un nouveau président, Raymond Farah, c'est son nom. Il est là pour de nouveaux défis. C'est ce que vous lirez dans le journal Flambeau des démocrates. Il y a aussi le journal Le Changement. Le Changement
évoque la rencontre de la dernière chance, l'issue du dialogue entre le pouvoir et la C14 se joue aujourd'hui, à pile ou face, écrit donc le confrère. Quoique solidaire à la position du PNP ou du PNP, la coalition de 14 maintient ses meetings, écrit le confrère. Le journal qui s'interroge, enfin qui revient, je veux dire, un petit peu sur ce qui se passe aussi en Côte d'Ivoire depuis quelques jours. Le président Ouattara, vous le savez, renonce à un 3e mandat. Une leçon pour ceux qui s'accrochent au pouvoir, écrit notre confrère. Le journal qui parle de la grâce présidentielle à 19 détenus. Et si Faure Gnassingbé en faisait davantage. Vous lirez l'article dans le journal Le Changement. Il y a le perroquet qui parle de prochaines réunions des chefs d'État de la CEDEAO et le refus délibéré de quitter le pouvoir en 2020. 31 juillet prochain au Togo, Akufo-Addo et Alpha Condé à Lomé pour légaliser la forfaiture de Faure Gnassingbé. Analyse de confrère Le Perroquet ce matin. Vous lirez l'article à la page 3 pour les éléments dont dispose donc notre confrère Le Perroquet pour faire de telles affirmations. Et puis plaidoyer en faveur de la jeunesse togolaise. Docteur, je pense Aubin Kodjovi Ton, en visite chez l'ambassadeur du Ghana aux États-Unis. Et puis plus de bénédictions et de reconnaissance mondiale à monsieur Isaac da Silveira. Il est prophète, après les chefs traditionnels, l'apôtre Fes Van Santen de la Suisse en renfort spirituel au prophète Isaac da Silveira. Vous lirez l'article dans le journal. Et puis poursuite judiciaire inutile contre le DP du journal Le Bâtisseur. Et si le faussaire Sa Siaham remboursait plutôt les millions de la CET indûment perçus. Vous lirez l'article dans le journal Le Perroquet. Et le dernier journal ce matin avec nous, c'est Chronique de la semaine. Chronique de la semaine qui parle de meeting d'information de la coalition de 14 partis les 20, 21 et 22 juillet prochains. Qu'est-ce qui se cache derrière le refus du PNP de participer à ces manifestations? C'est une interrogation du journal qui évoque donc les raisons. Enfin, le confrère écrit les révélations. Vous lirez l'article avec la photo de Salifou Achadam Tikpi, le président du PNP, à la première page. L'article, c'est à la page 3. Visite du chantier du marché préfectoral de Bafilo par le chef de l'État, Faure Gnassingbé, satisfait de l'état d'avancement des travaux. Et puis une mission de la CEDEAO à Lomé aujourd'hui pour s'enquérir de l'évolution des positions des protagonistes de la crise. Vous lirez l'article dans le journal. Et puis un autre sujet lié donc à la décrispation de la situation pour un climat politique apaisé et un dénouement heureux de la crise. Le chef de l'État gracie 19 détenus. Vous lirez l'article dans le journal Chronique de la semaine. Alors, dans les kiosques ce matin, outre Chronique de la semaine, vous avez l'hebdomadaire Le Perroquet, l'hebdomadaire Le Changement, l'hebdomadaire Flambeau des démocrates, il y a l'hebdomadaire La Nouvelle Tribune, le quotidien Togo Matin, et l'autre quotidien dans les kiosques ce matin, c'est Liberté. Taxi FM, la seule radio d'information continue. Retour en studio avec notre invité, on l'avait dit, c'est Maître Raphaël Pandé Adjaré, l'ancien président de la Ligue togolaise des droits de l'homme, défenseur des droits humains bien entendu, et l'un des porte-parole du Front citoyen Togo Debout. Maître Raphaël Pandé Adjaré, bonjour. Bonjour Saint-Éric. Comment allez-vous? Je vais bien. Merci de nous avoir rejoints. C'est avec plaisir. Et je salue vos auditrices et vos auditeurs. Je salue tout le travail que vous abattez. Merci. En tant que quatrième pouvoir, la radio Taxi FM, tout ce travail que vous abattez pour informer, pour former les citoyens togolais, et plus particulièrement en ces moments, pour que chacun essaye d'avoir la bonne information pour apporter sa pierre à la contribution à l'édifice du Togo. Chaque citoyen togolais doit se sentir concerné par le développement de son pays, et aucun développement n'est possible s'il y a la paix. Aucun développement n'est possible s'il n'y a pas le respect des droits de l'homme. Aucun développement n'est possible si on n'a pas en esprit de mettre en œuvre
le contrat social, c'est-à-dire l'obéissance à la règle qu'on s'est presque quelle liberté. Et donc c'est un grand travail que vous abattez. Merci beaucoup, merci pour ce mot qui nous vont droit donc au cœur. Est-ce que vous êtes inquiet pour votre pays, le Togo, notre pays à nous tous, aujourd'hui? Oui, et Eric, je crois que pour tout bon citoyen, il y a un homme d'État qui disait, paix à son âme, le général Yadema, qui disait, on sait quand ça commence, mais on ne sait pas comment et quand ça finit. Oui, bien sûr. Nous savons qu'il y a une crise au Togo. Une crise a commencé. Depuis, si on peut dire les débuts de cette crise, c'est les années 90. Elle s'est accentuée et elle s'est exacerbée à partir du 19 août. Et cette crise a fait des victimes. Non seulement il y a le développement ou l'économie qui est à genoux, mais c'est une crise qui emporte avec elle des vies humaines. Et la personne humaine étant sacrée, il n'y a rien de plus sacré que la personne humaine, il y a lieu que nous nous inquiétons. Nous soyons inquiets pour l'avenir de notre pays, inquiets pour l'avenir des générations. Vous savez, moi j'ai l'habitude de donner un tableau, de présenter un tableau quand je vois à des moments donnés que ceux qui ont en main la destinée de ce pays parfois s'amusent et ne mesurent pas l'ampleur de leurs responsabilités. On vient de passer les examens de fin d'année. Lorsque vous prenez le BEPC, on vous dit qu'il y a plus de 300 jeunes, 300 000 jeunes qui ont passé le BEPC. Le CEPD est en cours. Également, on note un nombre important de jeunes. D'enfants, 8 ans, d'enfants, et donc au niveau du BEPC et puis les examens. Quand vous quittez Lomé et vous montez vers Blita, si vous avez la chance de quitter entre 10h et 10h, 9h, 10h, vous allez, quand ils sonne midi, vous voyez que la plupart des lycées à l'intérieur du pays, dans les villes qui longent la nationale numéro 1, ce sont des lycées qui sont construits au bord de la route. Oui, bien sûr. Des CG des lycées construits au bord de la route. Quand ils sont 11h30 midi, et quand vous voyez le nombre d'élèves, le nombre plutôt, la pléthore élevée d'élèves sortis des classes, habillés en corsage et en kaki, ça, c'est les lycées, les établissements publics. Oui. On ne parle pas des établissements privés. On ne parle pas des établissements qui sont dans les villes qui ne sont pas au bord de la route. Donc, quand vous voyez ce nombre de jeunes qui sont sortis et dont il faut faire en sorte pour préserver leur avenir, quand vous voyez ce nombre et que vous ayez un instant à l'esprit que certains s'amusent avec la destinée de ce peuple, il vous arrive de poser des questions. Et donc, cette crise qui perdure et qu'on tarde à trouver une solution idoine et durable, et quand on note que c'est par des calculs d'intérêt, c'est parce que les gens veulent préserver leur intérêt. C'est des intérêts égoïstes, donc, qui veulent mettre ces intérêts au-dessus de l'intérêt général, qui est le peuple tout entier. Eric, on s'inquiète. L'inquiétude est profonde et parfois, si vous ne vous retenez pas, vous êtes vite fait de verser des larmes. C'est pour ça qu'au niveau de Front Citoyen Togo Debout, vous prenez position pour qu'on puisse dissiper les inquiétudes qui règnent dans le pays, dans le cœur de plusieurs de nos compatriotes. Il faut dissiper l'inquiétude. Il faut faire tout. Non, oui, dissiper l'inquiétude, mais trouver une solution. Oui, mais c'est la seule solution. Exactement. Pour dissiper l'inquiétude, bien sûr. La solution pour dissiper l'inquiétude. Et cette solution, elle ne peut qu'émaner que lorsque les gens ont à cœur la notion de l'intérêt général. Les gens ont à cœur
que le Togo n'est pas la propriété de certaines personnes. Quand je viens sur cette question, là je suis sur mon terrain fertile. Le Togo ne doit pas être la propriété de certaines personnes. Personne n'a un titre foncier. En même temps, personne n'a dit que le Togo c'est sa propriété. Mais certaines personnes se comportent, quand on les entend parler, ils se comportent comme s'ils ont la destinée de ce pays en main, comme s'ils sont propriétaires de ce pays. Le Togo est notre patrimoine commun. C'est pourquoi notre constitution dispose en son article 35, je pense, que les richesses du pays doivent être équitablement réparties. À partir donc du moment où ces richesses doivent être équitablement réparties entre toutes les populations togolaises, parce que seul le peuple est souverain, il faut faire en sorte qu'une minorité ne s'accapare de ces richesses. Alors, donc, on va revenir sur la question si vous voulez. Oui. On va revenir sur la question précisément tout à l'heure, et plus en détail d'ailleurs, mais voilà. On évoquait la question de l'inquiétude. Il faut dissiper les inquiétudes, il faut rassurer les gens aujourd'hui à travers une solution viable. La dernière réunion de la CEDEAO, beaucoup plus à travers la facilitation, dans le communiqué final, il s'est dit que le gouvernement doit faire un effort en libérant les détenus, ceux qui sont toujours ou ceux qui sont encore en prison. Un pas vient d'être fait par le gouvernement togolais. Faure Gnassingbé a décidé de faire ce qu'on appelle une remise de peine pour 7, et puis on a libéré provisoirement 12 autres personnes à Mango. N'est-ce pas un pas pour dissiper les inquiétudes, pour rassurer, en attendant de trouver une solution définitive à la crise? En tant que défenseur des droits de l'homme. Oui. En tant que défenseur des droits de l'homme, si vous m'interrogez, oui. La liberté n'a pas de prix. Et si, sur donc 1000 personnes par exemple, une personne venait à recouvrer la liberté, oui. Je dirais que oui, c'est une liberté qui a été reconnue, ou bien c'est un pas. Mais, dans le contexte togolais, je crois que le chef de l'État a, pour souci d'apaisement, pris des mesures pour la mise en liberté de 19 personnes sur la centaine de personnes interpellées. Mais, moi je dirais que c'est un pas insignifiant. Non, sérieux? C'est sérieux. C'est insignifiant. Si je dis que c'est insignifiant, j'ai mes raisons. Pas par rapport au nombre de personnes interpellées, mais pour les motifs pour lesquels ces personnes sont détenues. C'est ce motif qui me fonde à dire que le pas posé par le président de la République est un pas insignifiant. Pourquoi? Parce que, posons-nous la question de savoir pourquoi ces gens sont détenus. Ce sont des personnes qui sont détenues tout simplement parce qu'elles sont sorties pour exercer une liberté constitutionnelle, la liberté de manifestation, qui est juridiquement et universellement protégée, reconnue. J'ai été l'avocat conseil, défenseur de la plupart ou certaines personnes, du moins Salomé, qui ont été condamnées et déférées à la prison civile de Lomé. Dans le lot, il y en a qui quand même se sont comportés maladroitement lors des manifestations, en cassant des choses. J'en viens, Eric. On a parlé des destructions, oui, bien sûr, de l'érection des barricades. Mais vous savez un peu la manière dont ces dossiers, je vous dis que j'ai participé à la défense de ces jeunes. Vous allez, c'est-à-dire qu'en droit pénal, la responsabilité pénale est personnelle. Oui, bien sûr. Le principe de la responsabilité pénale voudrait que, lorsque vous accusez quelqu'un d'avoir commis un acte répréhensible reprouvé par la société, il faut rapporter la preuve que l'acte qui a été commis est le fait de la personne que vous poursuivez. C'est-à-dire que, en droit pénal, on parle de l'interprétation stricte. C'est-à-dire qu'il ne doit pas avoir de doute. Vous ne devez pas avoir de doute que la personne que vous envoyez au fin fond d'une prison est celle qui peut ou non avoir commis l'acte. Il faut ce qu'on appelle le principe de l'imputabilité. On a érigé des barricades. Vous dites que c'est XY qui ont érigé des barricades. Vous devez rapporter la preuve irréfutable que les barricades ont été érigées par ces personnes. Il ne suffit pas que ces personnes soient habillées en t-shirt rouge ou en t-shirt orange
ou en t-shirt arborant les couleurs d'un parti. Non. Il ne suffit pas que ces personnes soient aux alentours des lieux de manifestation. Non, c'est des indices, mais ces indices sont insuffisants. Il ne suffit pas que ces personnes aient participé aux manifestations. Il faut rapporter la preuve que ces personnes sont coupables des actes. C'est-à-dire qu'il faut avoir des images, que c'est elles qui posent les barricades. Exactement. Et ça, vous n'avez pas vu non, lors des le ministère public qui requiert et qui poursuit n'a jamais rapporté la preuve irréfutable. Je vous dis, je parle en connaissance. Irréfutable que les personnes qui ont été condamnées sont celles qui ont posé des actes de barricade, des actes de destruction. Pourquoi? Parce que n'oubliez pas qu'au cours des manifestations, il peut y avoir des gens qui infiltrent les manifestations. Et donc, c'est pour cela que nous posons le principe qu'en matière pénale, il faut la personnalité de la loi pénale. Ensuite, un exemple précis. Nous avons le dossier, par exemple, des activistes des droits de l'homme, des membres de Nubweke et du président du REJAD. Vous avez dit, le confrère Liberté Rapport ce matin, que vous avez dit que le dossier des membres de nos mouvements Nubweke est vide. Mais tout le monde sait que ce dossier souffre d'une vacuité extrême. Tout le monde sait que ce dossier est vide. Nous l'avons plaidé par plusieurs fois devant la chambre d'accusation. Mais pourquoi ils sont toujours les deux membres de Nubweke? Posez-moi la question. Posez-moi la question. Vous, mais je ne pourrais pas vous répondre parce que pour moi, ce dossier ne pouvait pas maintenir. Excusez-moi. Qu'est-ce qu'on a? Pourquoi accuse-t-on ces gens? On les accuse d'avoir fait quoi? Le fait d'aller lors des manifestations distribuer de l'eau aux manifestants, c'est ça qu'on parle de groupement de malfaiteurs? On a dit qu'au cours des manifestations, la manifestation lors de laquelle ils ont été interpellés, on a brûlé ou bien on a détruit le commissariat d'Aguay, le terminal de Sahel a été détruit, un immeuble au port autonome de Lomé a été... Mais c'est des accusations gratuites. Très bien. C'est des accusations gratuites parce que Joseph Eza et M. Mensen Kokoroko n'ont jamais été sur les lieux, les endroits là où on les accuse, là où on essaie de citer les faits matériels qu'on essaie de mettre à leur charge. Donc, alors, si vous avez un dossier comme ça, pour moi, aujourd'hui, si je dis que le chef de l'État a posé un pas, mais c'est un pas insignifiant, c'est pour dire que c'est des gens qui sont arbitrairement détenus. Ça, c'est le premier élément. Et le second élément, c'est que le gouvernement essaie aujourd'hui d'utiliser ce dossier pour négocier. Ce sont des otages? Mais c'est ça en réalité. La manière dont, la manière dont le gouvernement utilise ce dossier, le gouvernement est en train de faire du marchandage politique avec ce dossier. Notre invité ce matin, c'est Maître Raphaël Kandé Adjaré, défenseur des droits humains, ancien président de la LTDH et l'un des porte-parole du Front citoyen Togo Debout. Avant la pause, Maître, nous parlions des détenus qui sont relâchés. Vous estimez que ce dossier, en réalité, c'est pour un marchandage politique de Faure Gnassingbé? Oui, c'est pour un marchandage politique. Nous avons plusieurs raisons pour le dire. La première raison, c'est que c'est des gens qui ont été arrêtés dans le cadre d'une manifestation. Eh bien, lors du dialogue, certains partis politiques ont posé cela comme étant un préalable pour des mesures de confiance, des mesures d'apaisement. Si vous voulez élargir les gens qui ont été arrêtés dans le cadre de manifestations, il faut les élargir tous, purement et simplement. Pourquoi aujourd'hui on libère 2 personnes, demain on libère 6, donc c'est pour en réalité c'est des otages, c'est des prisonniers de guerre que vous avez pris et vous les libérez comme bon vous semble pour faire comprendre à vos protagonistes ou bien à la facilitation que vous avez fait votre part de responsabilité, vous avez joué, vous avez fait un pas et que vous demandez aux autres aussi de faire un pas. Mais c'est une erreur. Ce serait une erreur et je pense que ceux qui seront à ce dialogue, c'est-à-dire la coalition des 14 partis politiques de l'opposition et la facilitation, doivent savoir au préalable que quand le peuple togolais est sorti le 19 août, le peuple togolais n'est pas sorti le 19 août pour demander la libération des personnes arrêtées dans le cadre des manifestations. Les objectifs sont clairs au début. Les objectifs étaient clairs. Et donc, sciemment,
le gouvernement a créé ce dossier tout simplement pour faire détourner le peuple togolais ou bien faire détourner les protagonistes du dialogue de la tension. Vous savez aussi que il y a une loi qui encadre des manifestations. Et quand on respecte par la loi ceux qui brûlent parce qu'on a brûlé, ceux qui cassent parce qu'on a cassé, quand on arrête des gens, mais permettez qu'ils soient soumises aux règles de la République. Et Eric, je suis d'accord avec vous. Quand on vous entend, Mais des fois, on a le sentiment que quand des citoyens sortent et ils cassent des choses, ben parce que bon, il y a une crise dans le pays, si on les arrête, il va y avoir quand même des interprétations, donc on les laisse. Donc on peut sortir, on casse, on rentre chez soi, rien ne nous arrive. Je ne suis pas apôtre de la violence. Je ne suis pas quelqu'un qui prône la violence. Et je ne suis pas pour la destruction des biens publics et privés. Je ne fais pas l'apologie de la violence. Mais je dis que si vous pensez, vous prenez des gens qu'ils ont cassés, qu'ils ont détruits, il faut rapporter la preuve irréfutable parce que nous sommes en matière de flagrant délit, puisque ces gens, la plupart sont passés par la procédure de flagrant délit, la procédure sommaire. Il faut rapporter la preuve que ce sont ces gens qui sont partis pour détruire. Ce sont ces gens qui ont hérité des barricades. Ce sont ces gens qui sont en prix aux biens publics et privés. Vous ne pouvez pas faire de l'à peu près. En matière de justice, il n'y a pas de l'à peu près. Et c'est ce à quoi nous assistons. Mais, ensuite, je disais que ce dossier, on l'utilise pour faire du marchandage politique. Quand vous voyez ceux qui sont détenus, nous avons élevé la voix à un moment donné pour dire que le gouvernement ou la justice fait une justice de 2 poids 2 mesures. Pourquoi? Dans ce pays, nous avons vu des miliciens. Des miliciens qui sont sortis avec des armes blanches à la main, bâtons cloutés, cordelettes, qui se sont en pris vertement aux citoyens qui sont sortis pour manifester. Et avec, sous le regard impuissant et complice des forces de l'ordre de sécurité. Le président de la République et le ministre de la Sécurité ont parlé de groupe d'autodéfense. Ils ont essayé... C'est le président du groupe parlementaire, UNIA. Oui. Pas le président de la République. Mais... Faure Gnassingbé n'a pas pris la parole. Non, mais je crois que le président Faure Gnassingbé a accordé une interview dans Jeune Afrique. D'accord. Et dans son interview de Jeune Afrique, il a utilisé l'expression groupe d'autodéfense. Et je crois que le ministre de la Sécurité en a fait la même chose. Aucune loi togolaise, à ma connaissance, n'autorise des personnes, fut-il groupe d'autodéfense, pour sortir armés d'armes blanches et s'en prendre aux citoyens sans qu'on ne puisse les interpeller. Et c'est ce qui a été le cas. Le 17 et le 18 octobre, nous avons assisté à cette scène. Et donc, on a posé le problème de la résurgence des miliciens. Je crois que le département d'État américain a publié un rapport, a fait une déclaration. Le Quai d'Orsay aussi a fait une déclaration. Mais ces gens, est-ce qu'ils ont été inquiétés? Ces personnes ont-elles été interpellées? Et j'ai entendu une fois le garde des Sceaux dire sur les médias qu'il faut que la police judiciaire lui apporte des PV d'enquête préliminaire ou bien des procès verbaux pour que lui, il initie des poursuites contre ces gens-là. Mais entre le garde des Sceaux et la police judiciaire ou les officiers de police judiciaire, c'est qui commande qui? Ou qui initie? Qui est l'auteur? Qui peut déclencher une action publique? Donc, on assure l'impunité totale à certaines personnes. Impunité totale, même si ces personnes commettent des crimes. Parce que sortir, se munir de gourdins, de cordelettes, d'armes blanches pour s'en prendre aux citoyens, c'est des faits criminels. Même si ces personnes vont commettre des crimes, on leur accorde l'impunité totale, mais pour d'autres citoyens venus manifester et exercer une liberté publique, on les arrête. Mais nous sommes dans quel état? Pour vous, donc il y a deux poids, il y a une justice de 2 poids 2 mesures. Il y a une question quand même qui est aussi dans l'opinion par rapport à votre association, le Front Citoyen Togo Debout. Certains de nos concitoyens ont le sentiment que vous prenez position pour un camp, contre un camp. Est-ce qu'il s'agit de ça? Non. En réalité. Eric,
Je crois que nous avons à plusieurs reprises répondu à Parce cette que question. si vous êtes de la société civile, oui. ça voudra dire également que s'il y a des choses que le pouvoir fait Ouais. et qui sont bons, Ouais. il faut dire que c'est bon. Dites-moi, Et si vous l'applaudir. me dites ce que le pouvoir a fait qui est bon, je vous... Non, j'en sais absolument rien. Voilà, maintenant, qu'on m'amène ce que le pouvoir a fait qui est bon et que je n'ai pas apprécié. Un pouvoir cinquantenaire. Donc le pouvoir n'a rien fait de bon. Non, mais dites-moi. Non, je demande. Non, Le pouvoir de Faure Gnassingbé n'a vous rien fait de bon. Hein. vous Tout savez- est noir, sérieux, tout est noir. Non, mais je ne suis pas là ici en réalité pour faire le bilan de la gouvernance de Non, Faure Gnassingbé. je vous pose la question. Mais je me dis Oui. qu'en tant que premier responsable, lorsqu'il y a une crise dans votre pays, Oui. vous êtes là parce que c'est vous qui pouvez arrêter ce qui se passe. En tant que premier responsable, lorsqu'il y a une crise qui sévit dans votre pays, vous êtes la personne à même de taper le poing sur la table pour dire que la crise dure trop, elle met à genoux mon économie ou l'économie de toute la nation, et c'est une crise qui emporte la vie des citoyens. Vous tapez le poing sur la table. Mais nous ne l'avons pas vu. Nous avons vu tout simplement qu'il y a certaines personnes qui pensent faire tout et poser tous les actes et à tout prix se maintenir aux affaires et qu'il faut tout faire pour empêcher à d'autres personnes d'accéder à la gestion des affaires de la cité. C'est ce à quoi nous assistons. Donc, moi je pense Donc vous que vous cette levez, question, vous levez contre par la rapport- complaisance du chef de l'État. mais il faut le dire. Vous savez, lorsque les affaires sont mal gérées, vous ne pouvez pas ne pas avoir votre point de vue sur la manière dont les affaires sont gérées. Et quand vous prenez position à un moment de l'histoire, même si cette position coïncide avec un parti politique, fut-il de l'opposition, et quand vous taxe que vous êtes de l'opposition, bon, vous savez, ce discours pour nous est devenu un discours insipide et il ne nous fait ni chaud ni froid parce que nous, au niveau du Front Citoyen Togo Debout, nous sommes des personnes responsables et réfléchies. Nous ne posons pas des actes pour imiter ou complaire ou plaire à qui que ce soit. Nos actes ne sont pas faits par complaisance, nos actes sont réfléchis et c'est des actes citoyens. Et donc, pour ça, qu'on nous taxe d'être béquilles d'un parti ou d'un regroupement de partis, cela ne nous dit absolument rien. L'essentiel, c'est de savoir si ce que nous disons, est-ce que cela peut contribuer à une issue pacifique et durable de la crise. Tout à l'heure, nous reviendrons sur la feuille de route de la CEDEAO. On est dans l'expectative, nous tous. Le 31 juillet prochain n'est plus loin. Nous avons appris qu'une délégation de la CEDEAO devrait être à Lomé depuis ce matin pour discuter avec les protagonistes par rapport à la crise. On va y revenir tout à l'heure, puisque d'ailleurs, demain, vendredi, le Front Citoyen Togo Debout organise une manifestation qui est une conférence publique sur justement le thème de la feuille de route de la CEDEAO. Quelle CEDEAO pour quelle feuille de route pour une sortie de crise? On va y revenir. Mais depuis quelques jours, il y a cette information de brouille au niveau de la coalition de 14 partis politiques, le PNP de Tiki Antadam, qui n'entend pas s'associer aux manifestations qu'en clash à partir depuis hier, je pense, ils ont commencé cela à l'intérieur du pays. Est-ce que ce ne sont pas quand même des manières qui peuvent fragiliser ou renvoyer une image un petit peu négative à la facilitation, à votre avis? Bon, mais je crois que la facilitation doit en réalité pas seulement prendre en considération des regroupements. La facilitation vient au Togo pour chercher la solution à une crise. Et la facilitation aura à cœur les Togolais, tout le peuple togolais. Et donc, bon, par rapport à la question du PNP qui se désolidarise au meeting organisé par la coalition des 14 partis politiques, je crois que nous avons écouté la coordinatrice, Madame Adjamagbo Johnson, qui a manifesté une certaine solidarité par rapport au PNP, mais dès lors que le PNP n'a pas quitté la coalition, nous restons croire que cette unité sera encore de mise parce que jusqu'à présent, il faut dire que cette coalition porte en quelque sorte les aspirations profondes du peuple togolais. Et je ne vois pas pourquoi le PNP va chercher disons, quitter la coalition, ça m'étonnerait, parce que
Mais c'est le PNP en Oui, réalité. en même temps, est-ce que ça n'envoie pas une autre image finalement de ce regroupement? Vous savez. C'est vrai qu'ils sont 14 et ils sont ensemble depuis plusieurs mois déjà, Ex presque une année. Exactement. Mais en même temps, est-ce que... oui, ça peut donner l'impression d'autres d'une fragilité. Mais quelles sont les raisons évoquées par ce parti politique pour dire que je ne vais pas m'associer au meeting? Il faut voir si ces raisons sont fondées ou pas. C'est en réalité le PNP dit avoir des informations, qu'il y a des choses qui sont organisées pour mettre à sa charge. Parce que n'oubliez pas qu'au début des discours de haute personnalité de ce pays avaient été avancés pour dire que le PNP est un parti politique d'allure djihadiste. Et on a fait dire que c'est un parti qui est venu pour déstabiliser les institutions. Et donc, vous savez, tout est possible dans ce pays. Et moi qui vous parle, j'ai été inculpé dans un dossier macabre. Oui, bien sûr. Dans le dossier de l'incendie des grands marchés de Lomé et de Kara. J'ai été inculpé. Que moi, Maître Pandé Adjari, avocat de profession, qui ai prêté serment, moi, je suis allé incendier les marchés de Lomé et de Kara. Et après, le juge d'instruction rend une ordonnance de non-lieu. Ça voudrait dire quoi? Vous? Oui, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu à mon endroit. Ah, ça peut être communiqué. Bon, peu importe. Donc vous n'êtes plus mis en cause dans cette affaire. Au départ, j'ai été mis en cause, oui. Après, on m'a inculpé, et après on a rendu une ordonnance de non-lieu. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que, à l'époque, la justice avait été utilisée pour faire taire certaines personnes. On peut se tromper aussi. Non, s'il te plaît. Si, on peut se tromper. Ce dossier-là, on se trompe. Non. Et quand on voit qu'il y a une autre réalité, on peut revenir là-dessus. S'il te plaît. Le dossier des incendies des grands marchés de Lomé et de Kara, c'est un dossier fabriqué par des dramaturges, de vrais dramaturges, pour décapiter le front, le collectif Sauvons le Togo. Et ça a été fait. Et quand ils ont su qu'ils ont pu décapiter le collectif Sauvons le Togo en embastillant tous ses responsables, on a commencé par rendre des ordonnances de non-lieu. Et ensuite, on procède par libération politique. Comment on le fait? Et comment on continue par le faire? C'est pourquoi je dis que quand on sent qu'il y a une crise et le pouvoir se sent affaibli, le pouvoir arrête des gens. Il en fait des otages et il utilise ces gens-là pour négocier. Le dossier des gens qui ont été arrêtés dans les incendies de grands marchés de Lomé et de Kara, c'est en 2017 que ces personnes, ou bien je crois en 2018 même, que ces personnes ont recouvré leur liberté. Mais pourquoi? Si vous avez des éléments que c'est des gens qui sont allés... Non, mais on parle d'apaisement, là. Non, s'il vous plaît. On parle... Mais on parle d'apaisement. En quoi les incendies criminels ont à voir avec l'apaisement? Si le gouvernement avait des éléments sérieux, que ce sont ces gens-là qui sont allés brûler les grands marchés de Lomé et de Kara, mais le gouvernement n'avait qu'à les envoyer en justice. Et que ces gens-là soient jugés. C'est parce que le gouvernement n'a aucun élément, la justice n'a aucun élément. Et la justice sait que c'est des gens qui ont été embasillés à tort, pour des raisons politiques, que le moment venu, quand le gouvernement a demandé de libérer, que finalement la justice a libéré. Pour votre cas, on va rester un moment sur le sujet des incendies, puisque vous l'évoquez. Oui. Il y a une ordonnance de non-lieu qui a été quand même signée à votre endroit, c'est bien cela? C'est bien cela. Et vous êtes fini comme cela pour vous? Oui, ou vous allez aussi entreprendre quelque chose? Non, mais vous savez, j'attends de voir. Non, on vous inculpe. Oui. Moralement, vous êtes atteint. Mais clairement, j'ai été atteint. Excuse-moi. Mais parce que quand j'ai été inculpé, interpellé et gardé à la gendarmerie nationale, mais mon papa m'a appelé, que je le dise. Il m'a appelé, il me dit, mais si vous voulez accéder au pouvoir, est-ce qu'il faut aller incendier les marchés de Lomé et de Kara pour pouvoir... Mon papa me l'a dit. Ça voudrait dire que mon papa, à un moment donné, a été aussi atteint par ce dossier. Et vous voyez toute ma personnalité qui s'en va. J'ai raté des voyages, de missions, dans le cadre de ma profession, parce qu'à l'époque, pour pouvoir sortir du territoire du Togo, il faut avoir une autorisation du magistrat instituteur, parce qu'on était placé sous contrôle judiciaire, comme ils ont l'habitude de le faire. Vous allez demander aujourd'hui réparation? Pour le moment, je suis en train de réfléchir. Mais si je veux demander réparation aujourd'hui, c'est mon droit le plus absolu. Je n'ai pas encore pris la décision.
Mais si je veux demander aujourd'hui réparation contre l'État togolais, c'est mon droit le plus absolu. Parce qu'à l'époque, et le ministère public qui poursuivait, et le magistrat instructeur qui m'a inculpé, savait que ce dossier, du moins à notre égard, souffrait d'une vacuité absolue, il n'y avait aucun élément. Nous étions allés à la gendarmerie, maître Afang Bedi, maître Ajavon, c'est moi, pour assister nos clients. Et c'est dans le cadre de notre mission qu'on a été interpellés. Vous pensez que ça peut se passer dans un état de droit? Des avocats allaient assister leurs clients et on les interpelle à leur tour. Nous sommes dans quel état? Donc, c'est des dossiers qui font très mal. Et je vous dis qu'à l'époque, c'était pour nous faire taire. C'était pour faire taire parce que on était les organisations de la société civile et membres du collectif Sauvons le Togo. Maître Ajavon Zeus, on savait ce qu'il était. Il était le coordonnateur. Maître Afang Bedi, on savait ce qu'il était. Maître Mandé Adjaro. Donc, c'était tout simplement pour nous faire taire. Et aujourd'hui, quand la tempête a passé, on a vite fait de nous libérer. On était alors des otages, des prisonniers de guerre. Et c'est cela que nous disons que il faut libérer. La liberté, elle est totale ou elle ne l'est pas. Tous ceux qui ont été interpellés dans le cadre des manifestations, il faut les libérer. Il faut sortir ce dossier-là. Parce que si aujourd'hui, le gouvernement n'arrive pas à mettre en œuvre les mesures de confiance, les mesures d'apaisement que la facilitation a demandé, ce ne sont pas les engagements issus de la feuille de route de la facilitation que le gouvernement mettra en œuvre. Et parlons justement de cette feuille de route. Ouais. Le 31 juillet prochain a été marqué par tous les acteurs politiques, sociaux, économiques pour voir notre pays sortir de cette situation qui l'accable depuis plusieurs mois maintenant. Depuis le 19 août, la crise s'est accentuée. Et au niveau du Front citoyen Togo Debout, vous organisez une rencontre demain. En réalité, c'est une conférence publique sur le thème « Quel CEDEAO pour quelle feuille de route pour une sortie pacifique et durable de la crise togolaise ?» Qu'est-ce que vous entendez dire? Interpeller la CEDEAO, vous aussi à votre tour? Effectivement, comme vous le comprenez, il s'agit effectivement d'interpeller la CEDEAO. Parce que, je rappelle que la CEDEAO n'est pas étrangère à la crise togolaise. Elle n'est pas étrangère à la crise togolaise. Le Togo fait partie d'un espace communautaire, la CEDEAO, et la CEDEAO, en 2005, a vu ce qui s'est passé. Après l'élection, d'abord, à la mort du président Yadema, paix à son âme, son fils, le président Fall, l'actuel président, a été imposé au peuple togolais. Donc il y a eu un coup d'État constitutionnel et institutionnel. Ça c'est du passé, on va pas revenir là-dessus. C'est du passé, mais ça nous rattrape. C'est du passé qui est au présent. On ne peut pas résoudre la crise togolaise sans avoir à l'idée ce qui s'est passé en 2005. Et je crois qu'on commence par interpréter. Maître Raphaël Pandé Adiaré, nous savons tous que le diable est dans les détails. S'il te plaît. On avance maintenant. Je dis on doit avancer, mais si la CEDEAO doit résoudre la crise togolaise, elle doit avoir en tête ce qui s'est passé en 2005. D'accord. Ça c'est clair. Vous allez suivre mon raisonnement. Je rappelle qu'à l'époque, le président Alpha Omar Konaré, il était président de la commission de l'Union africaine, oui. Mais il avait dit à ses pairs qu'on ne peut pas faire confiance au président fort, qui dit il sera président, il va organiser des élections. Mais vous avez entendu le message du président Alpha Omar Konaré. Oui, mais comment on peut faire confiance à quelqu'un qui est venu par un coup d'État? Il avait clairement dit. À l'époque, après les 500 morts, la CEDEAO a avalisé les élections qui ont été proclamées par la CENI et a demandé à l'opposition de résoudre le problème, de chercher à résoudre à faire passer leurs revendications par voie de négociation et par voie légale. Et ce sont ces négociations qui ont conduit à la signature de l'accord politique global. Oui. Mais dites-moi, si le contenu de l'accord politique global avait été mis en œuvre, est-ce qu'on en serait là ici pour parler des réformes institutionnelles et constitutionnelles? Non! C'est pourquoi je dis, la CEDEAO ne peut pas résoudre cette crise sans faire un petit rappel, sans revivre les années 2005. Alors là si je vous suis, ça veut dire que vous ne faites pas confiance en réalité à la CEDEAO. J'y viens. La PG a donné naissance à la CVJR. Oui. La CVJR a fait des recommandations et a dit qu'il faut faire des réformes. Revenir à la version originelle de l'article 59 de la Constitution de 1992
le président de la République est élu pour un mandat de 2 ans renouvelable une seule fois, et qu'en aucun cas, nul ne peut exercer plus de 2 mandats. Oui, la CVJA l'a recommandé. Oui, c'est dans le rapport. La CVJA a recommandé qu'il faut faire des réformes, et ces réformes doivent poser des conditions pour une alternance politique. C'est contenu blanc sur noir dans le rapport de la CVJA qui a été remis au gouvernement. Après le rapport de la CVJA, on crée le H-Croun. Le H-Croun organise un atelier de formation, de sensibilisation pour la réforme. Toutes les recommandations convergent vers les réformes institutionnelles et constitutionnelles. Le rapport du H-Croun a été transmis à qui de droit, et le chef de l'État crée une commission de réflexion sur les réformes. Donc désormais, le peuple togolais est dupé. On va de commission en commission, de commission en commission pour gagner du temps. Déplacer le problème sans y apporter d'autres solutions. La commission sur les réformes, au moment où elle était dans sa tournée, en 2017, le 19 août, la crise déclenche et parle de réformes institutionnelles et constitutionnelles. Et vous allez me dire que, c'est pourquoi je dis, la CEDEAO n'est pas étrangère à cette crise. Dans cette crise, ou dans la facilitation dont la CEDEAO a le monopole, la CEDEAO joue sa crédibilité. C'est une institution qui a des principes et une vision. Le principe, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. C'est inscrit dans la charte qui a porté naissance, qui a connu la naissance de la CEDEAO. Oui, bien sûr. Ensuite, la vision, c'est de passer d'une CEDEAO des États à une CEDEAO des peuples. C'est-à-dire, il y a une vision 2020. Et qu'en 2020, au stade 2020 en réalité, tous les pays de la CEDEAO doivent connaître ce qu'on appelle l'alternance politique. Dites-moi le seul pays en Afrique de l'Ouest aujourd'hui qui ne connaît pas cette alternance politique. C'est lequel pays? Mais c'est le Togo. Et donc, pour moi, les recommandations de la CEDEAO doivent tenir compte des aspirations profondes du peuple togolais, tel que le représentant du secrétaire général des Nations Unies l'a dit. Et ensuite, si ces recommandations doivent tenir compte de la soif ou des aspirations profondes du peuple togolais, Eric, est-ce que vous croyez... nous sommes sincères en disant qu'aujourd'hui, le problème togolais, c'est le défaut d'alternance. Nous allons revenir sur le sujet tout à l'heure. Je vous poserai la question si vous croyez toujours en la capacité de la CEDEAO aujourd'hui à aider le peuple togolais à se sortir de cette crise. Taxi Presse de ce jeudi, notre invité c'est Maître Raphaël Pandé Adjaré, défenseur des droits humains, ancien président de la LTDH et l'un des porte-parole du Front citoyen Togo Debout. Maître, aujourd'hui, clairement, est-ce que vous avez encore confiance à la CEDEAO? Cette CEDEAO qui a quand même eu confiance au président Faure Gnassingbé et qui avait demandé à ce qu'après, qu'il y ait quand même une table ronde, que les acteurs politiques discutent, qui a donné finalement à ce qu'on a l'APG. APG, on a eu beaucoup de cadres qui ont été initiés par le gouvernement togolais, puis depuis on n'a pas trouvé de solution définitive. Aujourd'hui, est-ce que la CEDEAO qui revient, est-ce que vous avez cette fois-ci confiance en elle pour une feuille de route qui satisfasse tout le monde? Oui. Je ne vais pas vous répondre au présent, mais je vais vous répondre au futur. Si je dis que le peuple togolais, ou nous n'avons pas confiance à la CEDEAO, mais je vais vous dire que nous voulons avoir confiance à la CEDEAO. Le peuple togolais, le Front citoyen Togo Debout, nous voulons avoir confiance à la CEDEAO. Et vouloir avoir confiance à la CEDEAO, c'est par rapport à la feuille de route que la CEDEAO va nous sortir, nous proposer pour le 31 juillet prochain. Parce que on ne peut pas faire une justice de 2 poids 2 mesures. Il y a eu des cas dans la sous-région par rapport à la Guinée-Bissau où l'actuel président de la République, qui est le président en exercice de la CEDEAO, oui, il a pris des sanctions, il a signé des sanctions d'abord ciblées contre certaines autorités de la Guinée-Bissau et en fin de compte, on a imposé au président de la Guinée-Bissau, oui, Guinée-Bissau, de nommer un premier ministre dans les rangs de l'opposition. On lui a imposé cela. Il était obligé de l'accepter pour faire asseoir le processus de démocratisation dans son pays. Je crois que ça ne peut pas être autrement pour le Togo. Parce que la Guinée-Bissau était en crise. Oui. Le Togo est en crise. Une crise institutionnelle couplée d'une crise de légitimité. Et donc, je crois qu'il n'y a pas, à mon avis, meilleur schéma que, après un accord politique signé entre les responsables, les acteurs de la crise, les acteurs au dialogue, qu'on institue une période transitoire
période transitoire au cours de laquelle on va faire des réformes. Vous parlez de 2 ans. 2 ans. Mais c'est sérieux. C'est l'idéal. C'est-à-dire qu'il y a un président qui a été élu. Oui. Parce qu'il y a une crise politique dans le pays, vous voulez qu'on arrête d'une certaine façon, même s'il reste toujours au pouvoir. Vous voulez qu'on mette en place un gouvernement d'union, une transition pour pouvoir conduire ça pendant 2 ans? Je suis d'accord avec vous. Il y a un président qui a été élu pour un mandat de 5 ans. Mais malheureusement, au cours de ce mandat, il y a eu une rupture. Le contrat est rompu entre le président et ceux qui l'ont mandaté. Ou la plupart de ceux qui l'ont mandaté. C'est parce qu'il y a une partie le contrat est rompu. qui est toujours avec Faure Gnassingbé. À partir du moment où le contrat est rompu, il faut travailler avec ceux qui l'ont mandaté et qui pensent aujourd'hui que le président n'est pas en mesure d'assurer leur destin. C'est clair, c'est de cela qu'il s'agit. S'il n'y avait aucune crise, le président allait assurer son mandat jusqu'à. Mais pour l'heure, il y a une crise de légitimité, une crise institutionnelle. Et il faut nécessairement mettre sur pied une période transitoire avec les organes de la transition. Et vous attendez que la CEDEAO vienne vous dire ça à Faure Gnassingbé? Je crois qu'il y a un qu'il accepte une transition de 2 ans? Un géant de la CEDEAO a parlé. À l'époque où le Front citoyen Togo Debout avait rendu public son mémorandum, oui, et faisait sa mission de sensibilisation, je crois que lorsque le nouvel ambassadeur du Togo au Nigeria est allé pour remettre ses lettres de créance au président Buhari du Nigeria, qui n'est pas sous-estimé dans la sous-région, le message a été clair. Les transitions pacifiques, politiques, ne sont pas négociables, oui, ne doivent pas être négociables. Donc, à partir du moment où le président Buhari a pensé que le schéma idoine, c'est la transition, je crois que pour résoudre cette crise, la transition semble être une période incontournable. Buhari, passage obligé. Vous parlez de Buhari. Nous parlons de Buhari. Il est le président du Nigeria. Je crois qu'il a ajouté. Nous sommes au Togo. Il y a une crise qui sévit, c'est vrai. Le président Buhari a ajouté qu'il va travailler avec ses pairs, que son administration va travailler avec ses pairs de la sous-région pour que les pays de la sous-région ne survivent pas aux crises. C'est très important cette phrase. Le Togo survit aux crises. Le Togo survit aux crises parce que le Togo ne prend pas le temps pour résoudre son problème. Depuis 1990, le Togo ne fait que survivre aux crises. Les Togolais ne font que survivre aux crises. Il y a plusieurs crises qui jalonnent notre pays. Et ces crises sont des crises qui sont nées de la précipitation avec laquelle nous organisons les élections. Ça veut dire, en d'autres termes, comme le confrère Flambeau et démocrate l'a écrit ce matin, seul Faure Gnassingbé a la clé de la solution. Bon. Parce qu'il faut qu'il accepte que votre transition puisse quand même intervenir. Ah non, mais à un moment donné, il est obligé d'accepter, de se soumettre d'accepter, d'écouter ce que le peuple dit. Un dirigeant... Les politiques ont essayé de lui imposer, ça n'a pas marché. Vous vous rappelez, lors des manifestations. Oui, mais... On voulait qu'il parte tout de suite, ici et maintenant. Nous savons comment ces manifestations ont été étouffées. Nous avons vu ce qui s'est passé à Mango, ce qui s'est passé à Bafilo, ce qui s'est passé à Sokodé. C'était pour étouffer les manifestations. J'ai l'habitude de le dire, quand l'opposition a commencé ces manifestations, UNIR aussi a sorti les siens. Et UNIR a su que non, il ne pouvait pas faire le poids devant le peuple qui sortait. Et pour taire les manifestations, il faut réprimer. Et c'est ça. Donc on a réprimé pour faire les manifestations. Encore une fois, ce qui s'est passé à partir du 19 août montre clairement que ce n'est pas la crise togolaise actuelle, n'est pas une simple querelle entre l'opposition et la majorité et le pouvoir. Mais en réalité, c'est un peuple qui est fatigué, qui veut s'affranchir d'une dictature, d'une malgouvernance. Non, c'est sérieux. On est en dictature là. Mais quand même. Non. On est en dictature. Est-ce que vous mesurez? Mais écoutez, la dictature, c'est un État dans lequel on n'assiste pas à la libre expression du peuple. Non, mais vous parlez, vous. Mais je parle. Mais quand je veux vous parler de la libre expression du peuple, c'est pas les élections. Le peuple s'exprime véritablement par les élections. Et vous savez la manière dont nos élections ont été organisées. Depuis les années 90, le multipartisme a été décrété. Mais quand vous décrétez le multipartisme, ça veut dire que vous instaurez un espace pluriel pour les opinions. Et quand vous instaurez un espace pluriel, vous créez plusieurs partis politiques, acceptez qu'un jour, vous qui régentez, vous qui êtes aux affaires, vous soyez remplacés par d'autres partis, d'autres personnes, d'autres partis politiques de sensibilité différentes. Et on appelle ça l'alternance politique.
depuis 90, ou depuis même les années, depuis que le président Yadema, M. Gnassingbé a pris le pouvoir, est-ce que nous avons connu de l'alternance? Ce qui s'est passé en 2005, ça ne s'appelle pas l'alternance politique, c'est un coup d'État, nous le savons. Et depuis ce temps, les élections n'ont jamais... Après les élections, on assiste à une période de contestation. Après la contestation, on réprime. Après la répression, on passe à la négociation. Quand c'est dans le cas d'espèce, élection, contestation, répression, négociation, et on se précipite pour organiser. Qu'est-ce qui vous garantit aujourd'hui au niveau du Front Citoyen Togo Debout qu'après votre transition, celle que vous souhaitez pour une sorte de crise, qu'est-ce qui vous garantit qu'après cette transition, que les choses iraient mieux? Oui, mais justement parce qu'il y aura un accord qui sera signé. Et les organes de transition Ce ne serait pas aussi la première fois qu'on signerait des accords. Je suis d'accord avec vous. Alors, qu'est-ce qui est votre garantie aujourd'hui qu'après cela, tout se passera comme sur des roulettes? Voilà, je vois l'ampleur de votre question. Je crois qu'il y a un organe ou un organisme sous-régional qui facilite cette discussion. Il y a la CEDEAO. Je dis, le Togo fait partie d'un espace communautaire. Et la CEDEAO doit prouver cette fois-ci aux citoyens togolais que ces citoyens font partie aussi d'un espace communautaire. Et que ce qui n'est pas bon au Nigeria, ce qui n'est pas bon pour le peuple ghanéen, ce qui n'est pas bon pour le peuple béninois, qu'on ne l'impose pas au peuple togolais. Qu'on tienne compte des aspirations du peuple togolais. Et c'est la vision de la CEDEAO. Donc, moi, je veux dire que la CEDEAO, en réalité, est le garant de droit de l'accord qui sera signé, de la feuille de route. C'est le garant de droit. Et donc la CEDEAO doit veiller à faire en sorte, d'abord, que cette feuille de route réponde aux aspirations du peuple togolais. Et donc votre garantie, c'est la CEDEAO. C'est la CEDEAO, mais j'en viens. Et nul ne peut ignorer aujourd'hui que l'aspiration profonde du peuple togolais, c'est le changement. C'est la soif de changement. C'est le désir de l'alternance politique. Parce que nous sommes dans une démocratie. Nous sommes dans un espace pluriel. La démocratie suppose une gestion alternée des affaires de la cité. C'est l'alternance. Le peuple togolais a soif de l'alternance politique. Si vous me dites de poser une équation claire pour la résolution de la crise togolaise, je dis solution à la crise togolaise égale alternance politique. Tout le monde le sait. Solution, crise togolaise égale alternance politique. Vous voulez le départ de Faure Gnassingbé pur et simple, c'est ça? Ce n'est pas que je veux le départ de Faure Gnassingbé, mais le président Faure Gnassingbé, lui-même, il a dit sur les chaînes internationales, je crois que c'est un média allemand, oui, il a dit, la Deutsche Welle, il a dit clairement que pour instaurer la démocratie dans les pays africains, il faut limiter le mandat à 2 ou à 3. Oui. Le président Faure Gnassingbé, je crois qu'il a déjà fait 2 mandats. Il est dans son 3e mandat de trop. Pourquoi il va chercher encore à briguer un 4e mandat? Il n'a pas dit ça. Mais Faure Gnassingbé ne s'est pas encore prononcé sur un éventuel mandat. Ça, le tenant le disent. Ça, le tenant le disent si bien. Ils disent qu'il faut que notre champion se présente aux élections. Il faut que notre champion aille aux élections. Or, nous savons que la manière dont les élections sont organisées et les conditions dans lesquelles ces élections sont organisées, si le président Faure va aux élections, il ne va pas accepter les pertes. Nous tous, nous le savons. Et quand il ne va pas accepter les pertes, c'est des vies humaines qui en pâtiront. Alors, la délégation de la CEDEAO est à Lomé, encore pour une ultime consultation avant la décision du 31 juillet, c'est ce qui a été annoncé, et elle doit être à Lomé déjà. Mais qu'attendez-vous réellement de la CEDEAO en dehors de tout ce qu'on vient de dire, hein? Si la CEDEAO, le 31 juillet, lors de sa session de chef d'État à Lomé, coupe la poire en 2, quelle va être votre réaction? Oui, mais... Allez-vous contester cela et continuer les mouvements, les manifestations, en dépit de tout ça? Je ne sais pas ce que vous appelez couper la poire en 2. Pour le moment, je ne sais pas ce que vous appelez couper la poire en 2. Vous voulez que Faure Gnassingbé parte en 2020? On vous dira par exemple, écoutez, il reste au poste jusqu'en 2020, il organise des élections, il fait des réformes, il organise des élections à laquelle il participe. Bon, en tout cas, je vois mal une feuille de route qui peut disposer de cette sorte. Mal une feuille de route. Si vraiment les chefs de l'État de la CEDEAO, je ne dirais pas, mesurent l'ampleur de la crise togolaise et savent que la crise togolaise, c'est une question d'élection, c'est une question d'alternance politique, je ne pense pas que une feuille de route comme ça peut être
celle que les chefs d'État de la CEDEAO peuvent proposer. Encore une fois, on n'impose rien à ces chefs d'État, mais on sait qu'ils doivent faire des propositions qui sont proches ou qui répondent aux aspirations des Togolais. Ça, c'est la moindre... Le retour à la Constitution? Mais c'est clair. Le retour à la Constitution de 1992, les populations togolaises le demandent, le formulent à cri, à corps et à cri. Ils disent qu'il faut qu'on nous restaure ce que nous avons voté massivement en 92. En 92, personne n'était visé. C'est ce qui s'est passé en 2002. C'est en 2002 qu'on a commencé par personnaliser le débat constitutionnel. En 92, il n'y avait pas la personnalisation du débat constitutionnel. Je ne vais pas revenir là-dessus. Donc, les chefs d'État de la CEDEAO doivent faire en sorte que leurs recommandations, leurs feux de route puissent s'approcher à la volonté du peuple togolais. Mais, si les chefs d'État de la CEDEAO pensent qu'il faut couper la poire en deux et faire des recommandations par complaisance à leur père, je crois qu'ils auraient voulu créer l'instabilité au Togo et dans la sous-région. Ah oui? Ce qu'ils évitent. L'instabilité? Parce que ça peut être source d'instabilité? Mais clair. Si la feuille de route nous répond... Non, c'est pas des menaces. Je le dis, à cœur ouvert. Parce que le peuple est sorti pour dire, nous voulons la réforme. Et ça, ce n'est pas au Togo. Donc si la CEDEAO ne dit pas ce que vous pensez, ce n'est pas bon. C'est pas moi qui vais juger de ce que ce n'est pas bon. Oui, mais en réalité, en faisant leur civil, c'est-à-dire que aujourd'hui, si la CEDEAO dit quelque chose qui n'est pas dans votre plan, pour vous, c'est pas bon. Non, mais ce serait flagrant. Ce serait flagrant. Quand une feuille de route ne peut pas conduire à l'alternance politique, ne répond pas, ne pose pas des conditions claires pour un changement, je crois que les Togolais sont là pour juger. Donc, nous voulons faire confiance à la CEDEAO. Et la CEDEAO joue, d'abord elle est rattrapée par l'histoire, elle joue sa crédibilité dans la gestion de la crise togolaise, et par ce biais, la CEDEAO joue sa crédibilité devant les peuples africains, devant le peuple du monde entier, et devant donc le monde entier. Parce qu'aujourd'hui, tous les yeux sont rivés vers le Togo. Quand vous voyez le président Emmanuel Macron aller au Canada, aller dans tel pays, il est toujours interpellé. En Allemagne. Voilà, interpellé. Ça dit quelque chose. C'est une première. C'est pour dire que le Togo ne vit pas en autarcie. Nous ne vivons pas en autarcie. Est-ce que Faure Gnassingbé, notre président, quand il sortira un beau matin ces prochains jours pour dire un petit peu comme ce que Alassane Dramane Ouattara a dit l'autre fois en Côte d'Ivoire, est-ce que ça aura le mérite de vous calmer un peu? C'est pas que ça aura le mérite de nous calmer un peu, mais je dirais qu'il a satisfait. D'abord, il aurait satisfait aux aspirations du peuple togolais. Il aurait voulu sortir par la grande porte, mais il aurait été alors le vrai garant, le garant par excellence de la constitution que le peuple s'est donnée. Et la constitution que le peuple s'est donnée en 92, dans cette constitution, c'est que nul ne peut exercer plus de 2 mandats. Il a fait déjà 2 mandats, jusqu'en 2015. Il est dans son 3e mandat. Le peuple est sorti, le peuple a crié. Un bon chef doit coûter ses notables, ses dirigés, et les personnes qui dirigent. Un gouverneur doit écouter ses gouvernés. Un président de la République doit se mettre à l'écoute de son peuple. S'il dit et il fait une déclaration, comme l'a fait Alassane Ouattara. Pourquoi Alassane Ouattara a fait cette déclaration? Cherchez à savoir. Parce que le président Alassane Ouattara renifle une crise en Côte d'Ivoire. Oui. Bien sûr. Donc s'il renifle une crise en Côte d'Ivoire, il fait une déclaration qui ne va pas se représenter en 2020 et qui va transmettre le pouvoir à la nouvelle génération. Ce que j'ai aimé dans le discours du président Alassane Ouattara, il a fait référence à un président jeune, le président le plus jeune du monde, le président Macron. 40 ans. Mais pourquoi nous, en Afrique, pourquoi nous ne pouvons pas faire la promotion de la jeunesse? Quand on dit on fait la promotion de la jeunesse, on fait les séminaires... Quelle jeunesse? Elle ne s'engage pas. Non, moi je suis quoi? Je suis quoi? Est-ce qu'on me permet de m'exprimer? Vous voulez être président? Non, mais même si je veux participer à la gestion des affaires de mon pays, d'accord, est-ce qu'on me laisse le faire? On m'a embassé dans le dossier des incendies du marché. C'est tout simplement pour me faire taire.
Mais au-delà de ça, il y a d'autres menaces. Il y a les activistes des droits de l'homme que nous venons de nommer qui croupissent en détention. Asiba Johnson, Eza Kokou Joseph, Kokoroko Messent. Qu'ont-ils fait pour mériter ce qu'ils méritent? Qu'ont-ils fait? Donc, on ne permet pas à la jeunesse africaine de s'exprimer, et au même moment, on dit qu'on fait la promotion de la jeunesse. Par quelle manière? Par quelle manière vous faites Vous formez cette jeunesse, elle finit, dis-moi, le recrutement, combien on en a dans l'année, et combien de jeunes on prend? En réalité, c'est une richesse que l'État perd. C'est une richesse énorme. Quand on forme les gens, quand on forme les gens, à la maison, vous dépensez tous les deniers publics pour former les gens. Après tout, vous les laissez partir, aller servir ailleurs. Mais c'est de l'argent que vous perdez. Il faut récupérer ce que vous avez investi. L'État togolais n'arrive pas à récupérer ce qu'il a investi. Et donc, Alassane Ouattara renifle une crise. Il annonce un départ. Mais je rappelle quand même que, tout d'abord, en âge, le président Alassane Ouattara dépasse le président Faure Gnassingbé. Bien sûr. Ensuite, le président Alassane Ouattara est venu au pouvoir après le président Faure Gnassingbé. Le président Faure Gnassingbé est venu en 2005. Alassane Ouattara est venu en 2010 ou en 2011. En 2020, il dit qu'il part. Mais pourquoi celui qui est venu en 2010 veut partir en 2020 et que celui qui est venu en 2005 veut rester encore après 2020? Il n'a pas dit qu'il Non, mais il n'a pas dit, 2020. Mais c'est le tenant le disent. Nous avons entendu Christophe Tchao qui parle de son champion, Unira toujours parle de son champion. Écoutez, mais nous ne sommes pas c'est leur champion, c'est le président de leur parti. Je suis d'accord, c'est le président de leur parti, nous le respectons. Nous respectons le président de leur parti, mais je crois que d'autres citoyens togolais ont la possibilité de régenter aussi les affaires du Togo. Et ça s'appelle l'alternance politique. Et je crois que, je disais, au cours d'un débat, que si après 50 ans de gestion du pays, après 50 ans de gestion du pays, on ne peut pas dégager, vous ne pouvez pas dégager, ou bien un parti qui a géré 50 ans un pays ne peut pas dégager une autre personne, ou une autre famille, ou une autre personne à présider aux destinées, ou à la destinée de ce pays. En réalité, ce parti doit s'interroger. Ça, c'est pas votre problème. Non, mais Eric, ça c'est le problème interne du parti. C'est pas un problème familial. Effectivement, le Togo, c'est une république. Oui, c'est une république. Bon, voilà, c'est pas une propriété. Qu'un parti décide que quelqu'un continue pas à gérer ce parti et donc lui dit, il faut aller aux élections. Dans ce cas, c'est le problème. Dans ce cas, il faut le gérer dans les règles de l'art. Respecter qu'en aucun cas, nul ne peut faire plus de 2 mandats. Oui. Rendre compte de sa gestion. Et quand vous constatez qu'une minorité accapare des richesses, poursuivez la minorité et mettez fin au crime économique. Nous avons entendu dans ce pays. Et ça, justement, vous n'en parlez pas souvent. Oui, vous, les défenseurs de la oui, on en parle. Vous n'en parlez pas suffisamment, je veux dire. On en parle. Suffisamment pas. Je dis on en parle. C'est-à-dire que quand la presse sort des dossiers, ce qui vous intéresse, c'est la politique. Non, écoute. Et ça n'intéresse pas tous les Togolais, la politique, tout le temps. Non, écoute. Je donne 2 exemples. Allez-y. Lorsque il y a eu la gestion des fonds de la CAN, je crois que c'est pour les fonds de la CAN de 2017. 2017. Oui, on parle de 600 millions. Voilà. Mais les organisations de défense des droits de l'homme n'ont pas... La Ligue togolaise des droits de l'homme a sorti un communiqué et a demandé au procureur général de prendre ses responsabilités. Qu'est-ce que vous voulez que la Ligue fasse de plus? C'est un crime économique. Et ceux qui ont géré ces fonds, je crois qu'un premier ministre est sorti dans ce pays pour dire qu'ils vont faire les comptes rendus jusqu'au dernier centime. Oui. Mais quand il ne l'a pas fait, qu'est-ce que vous voulez que le défenseur des droits de l'homme fasse si ce n'est de la dénonciation? Mais pourquoi est-ce qu'il vous arrive jamais de porter plainte contre X? Oui, parce que aujourd'hui, dans les statuts des associations, les organisations de défense des droits de l'homme, vous n'avez pas la possibilité de déposer une plainte. De déposer une plainte, à moins que, la plainte est en cours et que vous constituez par exemple partie civile. Donc, en réalité, c'est des faits avérés. Et le parquet pouvait s'auto-saisir. C'est en cela que nous interpellons la justice. C'est en réalité le travail de la justice. Est-ce que les citoyens peut porter plainte? Il peut le faire par dénonciation de crime. Par le biais de dénonciation de crime. Mais ici, en réalité, c'est une affaire, c'est pas une affaire cachée. L'affaire des fonds de la CAN, c'était une affaire qui est devenue publique et la justice togolaise, par le biais du parquet, pouvait quand même inviter les responsables, ceux qui ont géré ces fonds, pour leur poser quand même quelques questions par rapport à la gestion de ces fonds. Et ouvrir une enquête par rapport à ça. Ça n'a pas été fait.
Vous pensez que c'est dû à qui? C'est dû au fait que les défenseurs des droits de l'homme n'ont pas parlé? C'est dû au fait que la presse n'a pas parlé? Mais la presse a donné l'information. Il appartenait à la justice de prendre ses responsabilités. Mais malheureusement, cette justice ne pouvait pas le faire parce qu'elle est sous ordre. Il faut le dire. Bien. Ensuite, Oui. il y a l'affaire Bolloré qui vient de s'éclater. Quand cette affaire a éclaté, on dit que non, que c'est une affaire franco-française. Elle ne concerne que les Français. Et que c'est la justice de Nanterre française qui a été saisie. Mais la justice française poursuit Bolloré pour corruption d'agents publics étrangers. Donc, Bolloré, c'est le corrupteur. Et donc, on ne poursuit pas le corrompu. Et on fait comme au Togo, il n'y a pas une loi contre la corruption. On dit que corruption d'agents publics étrangers. Et on dit que Bolloré a facilité par une de ses agences, Havas, à l'élection de deux dirigeants des pays africains, de la Guinée et du Togo. Et les gens se plaisent à dire que non, que c'est une affaire franco-française. Comme au Togo, mais il n'y a pas de corrupteur sans corrompu. Mais ça ne dit rien aux Togolais, on dit que c'est une affaire franco-française. Les députés se complaisent à le dire. Les responsables politiques se complaisent à le dire. Non, mais quand même honte pour notre pays. Comme si chez nous, la corruption est une chose reconnue ou qui n'est pas punie. Vous voyez un peu. Alors, on a juste encore quelques minutes. Je voudrais quand même qu'on revienne juste un moment sur votre conférence au public demain, vendredi. Ça va avoir lieu, il nous semble, au siège du Saint-Fort à Vénou. Oui, notre conférence publique aura lieu au siège du Saint-Fort à Vénou, à la Maison de la Santé, à partir de 14h30. Et nous invitons les citoyens pour venir donner leur opinion, les sympathisants du Front Citoyen Togo Debout, ou même si quelqu'un a un avis contraire, qui vient nous dire de toutes les manières quelle contribution, quelle devrait être la position de la CEDEAO. Une CEDEAO qui n'est pas étrangère à cette crise. Une CEDEAO qui a connu la crise togolaise à partir de 2005. Une CEDEAO qui se veut passer d'une CEDEAO des États à une CEDEAO des peuples, oui, comme l'a dit Alpha Condé, qui ne sont pas là en tant que syndicat des chefs d'État. Et donc, que des gens viennent nous dire qu'est-ce que la CEDEAO pourrait proposer pour répondre aux aspirations du peuple togolais. Et c'est cette conférence publique que nous voulons organiser demain pour entendre nos citoyens et dérouler un certain nombre de notre agenda, de nos activités. Parce que le 28 juillet 2018, oui, à Kassimé, c'est-à-dire le samedi 28 juillet, nous avons un meeting. Nous tenons également un meeting auquel nous convions les populations togolaises. Vous avez l'accord du maire? Nous avons satisfait aux formalités que nous impose la loi sur la liberté de manifestation. Est-ce que le maire vous a donné le OK, son OK? En réalité, nous sommes dans un régime d'information et jusqu'à présent, nous sommes dans le silence du maire. Et aussi longtemps que le maire ne réagira pas, pour nous, en réalité, la manifestation n'est pas interdite. Je ne dirais pas qu'elle est autorisée parce que nous ne sommes pas dans un régime d'autorisation. C'est une erreur. Donc nous avons satisfait aux obligations que la loi nous impose. Nous attendons. Et donc le meeting aura lieu le 28 juillet, le samedi, à Kassimé, à partir de 14h30. Alors, donc, oui, allez-y, finissez. Donc, je dis que aujourd'hui, tout le monde sait et les yeux sont restés rivés vers la facilitation, vers la CEDEAO. Et je crois que, comme je l'ai dit, la CEDEAO joue sa crédibilité. Alors, il y a une dernière question que je voudrais poser avant qu'on ne se sépare. Vous êtes avocat de profession. Alors, dans notre pays, en matière judiciaire, comment ça se passe au niveau de la police judiciaire? Quand il y a une affaire, on arrête la personne avant de chercher les preuves ou on a les preuves, on va chercher les personnes? Mais comment ça se passe? Vous, souvent avocat dans plusieurs dossiers, ouais, ça se passe comment? Sur ce point, je vais répéter les mots d'un procureur général qui a l'habitude de dire: n'arrêtez pas les gens avant de chercher les charges que vous retenez contre ces gens. Cela voudrait dire qu'il faut avoir les charges avant d'arrêter les gens. Vous ne pouvez pas arrêter des gens avant de chercher les charges. Mais, malheureusement, dans certains dossiers, surtout des dossiers politiques, moi j'ai quelques-uns sous mes yeux. Dans ces dossiers, on interpelle les gens avant de chercher les charges qu'on va mettre à leur coût, c'est ça. Donc, le principe, c'est que il faut que, quand vous voulez arrêter quelqu'un, la loi dit qu'il faut qu'il y ait des indices graves et concordants. C'est-à-dire que des faisceaux d'indices qui, regroupés ou recoupés, montrent que cet individu
peut être la personne qui est passible de l'infraction, du trouble à l'ordre social. Quand il n'y a pas ces indices, eh bien, en réalité, on ne doit pas vous inquiéter. On peut vous écouter, on peut suivre vos déclarations, et après tout, vous remettre en liberté. Mais, malheureusement, comme je le dis, nous avons certains dossiers. Quand vous prenez les responsables du PNP qui ont été interpellés à Djagbelé, c'est lorsque le dossier était devant le juge d'instruction que le juge d'instruction a commis une commission rogatoire pour aller chercher les preuves. Bien sûr, nous avons relevé appel contre son ordonnance et heureusement, la chambre d'accusation a infirmé cette ordonnance. Voilà. Donc, lorsque vous prenez les dossiers comme, celui qui conduit aujourd'hui M. Asiba Johnson en détention, on accuse M. Asiba Johnson d'avoir publié un faux rapport. C'est-à-dire que d'avoir divulgué une fausse information. Bien sûr. Mais si on l'accuse d'avoir publié une fausse information, divulgué une fausse information, il n'est pas journaliste, il est défenseur des droits de l'homme. Cela voudrait dire que ceux qui le poursuivent ont la vraie information. Ils doivent apporter la preuve contraire. Normalement, c'est eux qui doivent apporter la preuve et Asiba Johnson doit apporter la preuve contraire. Puisqu'on le poursuit d'avoir divulgué une fausse information. Il a dit qu'il y a eu 100 morts. Donc on dit que c'est faux. Depuis que cette crise a commencé, est-ce que le gouvernement a communiqué sur le nombre de morts? Donc en réalité, ça voudrait dire que le gouvernement n'a pas la vraie information. Si vous n'avez pas la vraie information, comment vous pouvez poursuivre une autre personne parce qu'il a divulgué une fausse information? Ça ne peut pas exister, ça n'a pas de sens. Encore plus, M. Asiba Johnson, le régent, disait que c'était un rapport préliminaire. Et qu'ils étaient en train de travailler pour sortir le rapport complémentaire. On est venu, vous avez vu comment les locaux du régent... On a vu les images. Voilà, vous avez vu les images. Mais vous prenez le dossier des responsables du mouvement Nubuki. Ce dossier me fait tellement mal. Les jeunes dont on brise les carrières. Hein? Oui, Joseph Issa, par exemple. Joseph Issa, un banquier. Ça fait bientôt 8 mois qu'il est en détention. Mais le contrat, la loi dit, lorsque vous ne répondez pas à votre pause pendant 6 mois, le contrat de travail est rompu. Mais c'est jeune, avec son palmarès, son profil, aujourd'hui il est en train de perdre son boulot. Tout simplement parce qu'il a été activiste des droits de l'homme. Tout simplement parce qu'il a voulu que les choses changent dans ce pays. Mais je dis, c'est pourquoi le peuple togolais, c'est pourquoi nous ne devons pas marchander. Non. Un gouvernement d'union, ce n'est pas ce que les Togolais demandent. Ah, oui. Transition. Non. Il y a une différence. Parce qu'il y a une différence. Un gouvernement d'union, vous n'en voulez pas. On n'est pas, le peuple, on ne fait pas ce combat-là pour répondre à la distribution des postes ministériels. Ah non? On n'est pas sorti pour, non. Nous voulons que ça change. Et ce changement, ce n'est contre personne. Il n'est pour moi, il n'est pour qui que ce soit, bien. Il est pour nous tous. Bien. Maître Raphaël Kwande Adiaré, merci beaucoup d'être venu nous voir ce matin. Oui, un dernier mot. Je vous remercie. Oui. Et un dernier mot, oui. Je voudrais partager avec nous tous une pensée de Nelson Mandela, dont on a fêté la journée hier. Oui. Avant-hier. Avant-hier. Oui. Le Mandela Day. Il dit, je cite, « On lutte pour la libération de millions de gens, pas pour la gloire d'un individu. Je ne veux pas dire qu'un homme doit devenir un robot et se débarrasser de toute motivation ou de tout sentiment personnel. Mais de la même façon qu'un combattant de la liberté fait passer sa propre famille après la grande famille qu'est le peuple, il doit subordonner ses sentiments personnels au mouvement. Cela voudrait dire que nous devons savoir, aussi bien au niveau de ceux qui nous dirigent, aussi bien au niveau de nous qui sommes dirigés, qu'il faut savoir mettre l'intérêt général au-dessus de tout intérêt partisan, de tout intérêt individuel. Et je crois que, ce faisant, nous allons sortir grandis de cette crise et nous allons penser au développement de notre pays. Merci beaucoup, Maître Raphaël Kwande Adiaré. Vous êtes défenseur des droits humains, ancien président de la Ligue togolaise des droits de l'homme et l'un des porte-parole du Front citoyen Togo Debout. Merci à vous. Merci à Jack Prosper qui a assuré la coordination technique. Appelez-moi Saint-Irrigator. À demain pour la grande messe de vendredi. Car de tout cœur, nous tenons à vous informer. Sexy FM.